Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur la journée du 19 mai 2026. Donc là on part directement sur EURUSD. Suivant le tracé, on a quelque chose d'assez similaire à ce que je vous avais mentionné sur la dernière vidéo, c'est-à-dire un retour proche des 1,70. Je m'attendais à une plus belle réaction vis-à-vis de ce niveau, enfin plus proche, c'est pas forcément ce qu'on a eu, une réaction assez baissière. Bon, c'est pas très étonnant dans le sens où on a des niveaux de résistance proches de ces niveaux avec un creux de volume qui fait un peu office de, de point technique. C'est pas forcément vu sur les graphiques. Mais ça a apporté son soutien. Côté obligataire, on a le spread, il faudrait qu'on regarde le spread, mais on a les taux obligataires américains qui ont explosé. Ça se reflète clairement sur les projections de hausse de taux, donc qui correspondent au taux swap en termes d'anticipation de taux venant de la Fed. Donc là, on est passé quand même à ne pas cut les taux à 40%, donc ne rien faire à 40%, tandis que là on est passé à une hausse de taux sur une probabilité de 40%, ce qui est juste énorme. Donc je pense que si on part sur début 2027, on repart un peu à la hausse, c'est ça, et on commence à éliminer les possibilités de non-action vis-à-vis des taux. Donc vis-à-vis de ça, ce qu'on peut regarder ensuite là, ça va être... On va regarder le spread, bon, je pense que dans tous les cas ça peut marcher dans ce sens-là. Parce que j'ai pas fait dans le même sens hier, bon c'est pas très grave. Do 0,2 years. Voilà. Quand on regarde le spread repart donc à la hausse. Et c'est ce qui participe d'ailleurs à la hausse enfin la baisse de l'euro-dollar. Dans ce contexte, on a une plus grande volatilité sur les taux obligataires avec une vente massive. Là, l'enjeu principal, enfin l'enjeu principal, le risque majeur là pour l'instant, c'est l'évolution des cours en termes d'emprunt et de fort intérêt. Là, ce qui m'inquiète du coup sur OSD, c'est que mon trade, il n'est pas du tout dans la bonne direction. Je pense que je vais me faire stop loss. J'ai pas forcément pris un énorme risque dans le sens où mon trade sur OSHF, qui est en bonne voie, pourrait clairement compenser cette perte-là, enfin, celle que j'ajoute dans cette direction-là, étant donné que les 1,55 pourraient clairement soutenir la paire. D'un autre point de vue, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le ralentissement économique aux États-Unis. Donc une demande moins accrue en dollars malgré la hausse de taux, bah, c'est pour avoir un peu un effet valeur refuge par la hausse de taux, c'est ça que je veux dire par rapport à des rendements plus élevés. Cependant, on a quand même les rendements, alors de base, les rendements assez élevés pour l'euro, ce qui apporte toujours des prédictions de taux de change autour des 1,20 pour cette fin 2026. Ça, c'est un peu la cible de cette année. Ça se trouve, on va sûrement les casser et avoisiner. En moyenne, on va être sur les 1,20. Aujourd'hui, ce qu'on vise, enfin ce que je vise, c'est un retour à ces niveaux pour réenvisager des achats dans un contexte politique en faveur, enfin monétaire, en faveur de la paire. On va passer sur Eurocad. On a eu les données d'inflation aujourd'hui qui sont sorties. Attends, je vois mal avec l'écran. Voilà, inférieur à ce qui était prévu, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Les prix de l'énergie ont un effet un peu moins important. On a quand même une baisse du corps, une forte baisse du corps, ce qui est d'ailleurs significatif sur l'impact de l'inflation au Canada. Les prix liaison ont légèrement baissé, dans le sens où avant on était à moins 0,2, on passe à moins 0,4. Là, vous pouvez retrouver ça sur mon Substack. Il y a un peu plus de détails vis-à-vis de ces données-là. Donc je trouve qu'on reste assez bas. Ce qui permet de pricer une BOC assez dovish. Enfin, après, ça dépend, parce qu'on a quand même les transports qui commencent à être très coûteux, donc le déplacement, ça va être une grande part d'activité. Donc, c'est un peu... Alors, je trouve que c'est assez bilatéral, dans le sens où, d'un côté, on a des possibilités de baisse de taux, parce qu'on a une inflation moins importante que prévu, et d'autre part, on a quand même le risque d'inflation qui est important, en termes d'énergie, je veux dire. Donc le CAD peut être soutenu par une inflation moins importante, dans le sens où
la consommation pourrait rester assez modérée. Bon, en nourriture, ça reste un peu élevé, ça a augmenté un peu, mais dans le contexte, c'est une demande qui persiste encore, vu qu'on n'a pas une inflation si importante que ça. Elle est au-dessus des 2%, mais elle reste quand même plus modérée que certains pays. Donc, vis-à-vis de ça, on pourrait avoir un cadre qui reste relativement fort à court terme, court moyen terme, le temps d'aller avoisiner les 1,58, qui pourrait accompagner la paire euro-USD ensuite derrière, en plus d'un Brent qui est autour des 113 aujourd'hui, en moyenne. EuroJPY, on a eu les données de PIB ce matin, elles ont été supérieures par rapport aux prévisions, soutenues par différents secteurs. J'ai pas forcément de détails à vous ajouter là maintenant. Je vous invite à aller regarder le Substack. Il n'est pas encore prêt. J'ai pas encore mis les détails des métriques, etc. aujourd'hui. Voilà. Il y a les données du PIB avec les idées, les informations, les détails, etc. Dans ce contexte, EuroJPY, la prochaine cible, c'est un retour au plus haut. Alors, on a un soutien quand même de la croissance pour le yen actuellement. C'est pas un soutien majeur vis-à-vis du risque futur. C'est vrai qu'on a eu un PIB assez fort. Ouais, c'est ça. Trimestriellement, on sort plutôt bien. Je suis pas du genre à regarder annuellement parce que annuellement, je trouve que c'est assez dissous vis-à-vis des enjeux politiques, etc. Disons que les facteurs sont moins identifiables vis-à-vis de cette variation, tandis que sur le trimestriel, c'est celui que je préfère observer pour interpréter parce qu'on peut beaucoup plus identifier les variations durant une plus courte période. Même si c'est toujours intéressant de regarder cette variation, évidemment. Donc sur EuroJPY, j'ai pas forcément de grosse direction actuellement. Comme je vous disais à chaque fois, je me positionne pas dessus, je le suis, j'analyse, mais j'en ne rentrerai pas dessus par risque, tout simplement. Donc du coup, comme je vous disais, là on est sur EuroGBP. On était déjà surévalué par rapport au risque géopolitique, politique, qu'on avait donc là. Dans ce contexte, moi, j'avais dit que j'allais pas acheter au retour VWAP, parce qu'on avait quand même une valeur intrinsèque un peu plus basse. Étant donné qu'avec la corrélation de l'euro-USD, on va chercher un peu plus bas. Donc, vis-à-vis un peu de tout ça, je pense que la prochaine zone d'achat va être dans cette zone. Et si on vient chercher plus bas, parce que on a des objectifs un peu plus inférieurs sur EUSD, pourquoi pas? Pourquoi pas envisager des retours, bah tiens, à mon ordre limite, on va dire, qui est sur TradingView. C'est à analyser, étant donné que après, c'est assez volatile, donc faut pas trop non plus prendre trop de risques. Mais à court terme, moi, ce qui me paraît clairement bon, c'est cette cassure un peu de volume, aller rechercher un petit POC qui traîne sans doute par là. Ça ferait augmenter un peu baisser le R, bon tant pis. Pour aller retourner chez Schwab sur un R215, c'est pas énorme, mais en termes de fondamental, c'est quelque chose d'assez correct, je trouve. Euro-Aude, il n'y a rien à dire de plus. Euro-CHF, je suis en bonne posture. On a un peu cette prise de liquidité à ce niveau-là. Je pense qu'on risque de repartir légèrement à ce niveau, sur le support des 1,50, des 0,975, pour repartir plus tard. Donc en fait, si je dois vous le schématiser, ça pourrait faire quelque chose comme ça, voire comme ça, et aller chercher plus haut, puis repartir, et aller chercher les 0,92 à court terme, enfin moyen terme. Donc d'ici, ouais non, j'ai pas de période actuellement, étant donné que c'est ça change beaucoup, on va dire. Quand même une forte volatilité actuellement, là, c'est vrai que je fais la vidéo tôt dans la journée. On va passer à GBP USD, donc de ce que je vous avais dit, c'était une réaction à cette résistance, ce qu'on commence à remarquer, mais pour moi, le prochain support, ça va être dans cette zone, on va dire sans catalyseur majeur. Le dollar devrait plus primer. Pareil pour ce contexte-là. Bon, ça aurait pu être un beau trade, du coup, comme je vous l'avais un peu montré hier. Bon, tant pis, ça fait un peu partie du process, on va dire. Mais du coup,
le CAD devrait être un peu plus soutenu à moyen terme, même si ça pourrait être assez rigide vis-à-vis de la position très dovish de la box, ça va en dépendre de leur position à eux. Donc ensuite, GBP, GPY, je me positionne pas comme je vous l'avais dit. GBP Aude, alors ça du coup c'était une très belle opportunité que j'ai pas prise, tout simplement parce que je trouvais que le GBP avait quand même plus de risques vis-à-vis Enfin non, il n'y a pas plus de risques, mais disons que fondamentalement, l'Aude n'était pas très... il n'était pas très, comment dire, très corrélé aux fondamentaux actuellement, surtout le côté risk-off. C'est pas forcément ce qu'on avait. Du coup, ce retour aussi volatile, alors aussi volatile, on a eu quand même cette petite accumulation, à dire, ça aurait pu être envisagé dans cette petite zone, mais c'est pas forcément ce que j'ai pris, enfin, c'est pas ce que j'ai pris tout court. Bon, après, ça aurait pu être une belle opportunité, mais bon, dans le trading, enfin, dans les fondamentales, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi avoir la satisfaction d'avoir un peu vu la direction du marché par rapport aux fondamentaux. Même si Euro-USD part à la baisse, en rachetant à ces niveaux-là, j'ai vite compris que j'avais pris pas les bons fondamentaux en compte, et ça a été vite révisé à la baisse. Mais en fait, j'en ai conscience. En fait, là, je suis pas déçu parce que j'avais une fondamentale bonne à la hausse, mais pas bonne dans le timing, c'est-à-dire que le retour à la hausse, c'est plus tard, parce qu'on a des fondamentaux meilleurs, mais à court terme, le dollar a des fondamentaux plus en faveur de sa monnaie. Donc il y a toujours des choses pour justifier. Voilà, j'avais repéré mes niveaux, je pensais avoir un marché un peu différent. Mais bon, pour moi, ce qui compte, c'est avoir la bonne analyse fondamentale. Une fois que vous avez la bonne, même si vous avez un problème de timing et des choses qui n'ont pas forcément été prises en compte, ce qui compte, c'est un peu l'avancement vis-à-vis de tout ça. On va passer sur USDJPY. USDJPY, on se rapproche quand même des 160. Ce niveau-là, il risque clairement d'être un niveau futur d'intervention. Une vente serait pas des moindres. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est qu'il faut avoir une réaction un peu bilatérale en termes d'intervention. Donc cette zone de vente serait bonne que si on a quelque chose de favorable dans les deux sens. Je veux dire, alors un dollar faible, on pourra l'avoir avec un ralentissement économique et des taux qui risquent de baisser suite à un contrôle de l'inflation. Ça, c'est même évident. Mais le yen, il faut qu'il puisse suivre sa tendance à la hausse pour aller chercher les plus bas derrière. Étant donné que lui, il a ses rendements obligataires sur la Lune, ce qu'il devrait le tirer, sauf qu'en fait, en termes de dette, je pense que le Japon pourrait lourdement souffrir de cette guerre, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper mentionné actuellement. Mais les rendements obligataires, bon, ça a été évoqué pas mal de fois, mais actuellement, c'est un peu négligé. Donc, le yen reste quand même très menacé vis-à-vis de cette guerre, même si on a des interventions bilatérales, etc., et des hausses de taux. Donc là, du coup, sur USD CAD, ce qui est assez intéressant à regarder, c'est que pour moi, à court terme, en fait, on a certaines choses qui pourraient soutenir les deux, mais qu'une prime de risque qui pourrait porter sur le dollar et permettre à la monnaie de retourner, faire un 10%, 1,10% au niveau des 1,80, des 1,39. Et à cette zone un peu, on va dire, de retour, envisager un retour ouais, c'est 1,34, il me semble, la cible majeure. Au 1,34, alors là, ce qui compte, ce serait les taux swap. Je vais regarder ça tout de suite. US, bon, c'est pas forcément la bonne méthode. Mais ça peut être que déjà un premier indicateur. Ok, on a quand même, des taux en faveur du dollar. C'est pas très grave. C'est-à-dire que du coup, quand je vais vouloir vendre, je vais me prendre des intérêts tous les jours en faveur du dollar, donc en défaveur sur une vente, sur la paire, bon, dommage. Tant pis. Donc en fait, l'idée derrière, une fois que vous avez l'information, c'est de savoir comment prendre le trade sans se prendre trop de taux swap, étant donné que
On va pas aller chercher là-haut et le lendemain ici. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de techniquement volatile jusque-là, on va dire. Voilà. Puis ensuite, voir si vous n'avez pas une réaction à la baisse à ce niveau-là, un retour sur la résistance. Pourquoi pas revendre là? Parce que peut-être que dans cette zone-là, vous allez avoir un range, quelque chose comme ça, et en fait, ça va vous bouffer les frais un peu tous les jours. Alors, dans l'idée, vous avez des taux swap négatifs. Pourquoi pas aller chercher des trades fractionnés, ça va vous permettre d'avoir on va dire, un money management un peu différent qui pourra à l'avenir vous donner une certaine expérience vis-à-vis du marché. Ça, j'en ai déjà parlé. USDK, USDCHF. USDCHF, il est dans une très bonne posture. Je pense qu'en termes de corrélation, ça pourrait clairement porter l'euro CHF. Dans le sens où là, l'euro est en train de prendre cher. Un retour à ces niveaux-là pourrait clairement être un support majeur pour l'euro, ce qui devrait limiter la baisse en termes de corrélation sur la paire euro-CHF. Et permettre à des plus hauts... on peut peut-être le comparer, remarque. Si je fais... Putain, ça marche. USD-CHF. Et si on regarde USD-CHF, on est clairement... En fait, USD-CHF, lui, il a eu déjà son retour proche de ce niveau-là. Tandis que nous, on l'a pas. Donc en fait, pour moi, mon prochain niveau, c'est la VWAP un peu. Mais un retour sur ces plus hauts-là pourrait être quelque chose de assez probable, cette zone-là. Avec une certaine corrélation, bien sûr. Et un retour assez cohérent dans la zone des 1,55, il me semble. Putain. Voilà. Côté Aude. Du coup, j'étais pas rentré sur la paire. Tant pis, c'est pas forcément très grave. Moi, ce que j'avais pas trop aimé sur ce principe-là, c'était qu'en fait, avec une guerre, on n'avait pas un côté hyper risk-off volatile. Alors, si on a eu un gap, etc., mais j'ai pas une réaction qui, pour moi, était passable pour une forte baisse. On a une réaction avec un repricing assez rapide de hausse de taux du côté de l'RBA, avec un côté risk-off qui s'est dissous et qui s'est clairement reflété aussi sur les indices, hein, c'est clairement le même schéma. Donc derrière, moi, mon idée, c'était de revendre au plus haut. Mais en fait, avec les hausses de rendement même obligataire américain, bon, c'est vrai qu'on aurait pu vendre avec cette belle opportunité. Mais en fait, c'est le côté risk-off, pour moi, qui avait été un peu mis à l'écart dernièrement, ce qui m'avait un peu, pas inquiété, mais limité dans cette position de vente, même si l'idée fondamentale était bonne. Haut de 4, c'est un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs. SP500, Nasdaq, on commence à retester un peu des niveaux de support. Ça, c'est quand même un beau pattern de cassure à la baisse, même si on a un petit force flag, on va dire, ici. À ce niveau-là, si on redescend en 1 heure. Non, pas vraiment. Mais c'est des niveaux clés. Ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup plus de liquidité dans cette zone actuellement. Donc pourquoi pas recasser, puis envisager un retour dans la résistance des 1,150 pour repartir plus bas derrière. C'est le scénario de base avec des hausses de taux et un risque de forte récession. Côté VIX, pas grand chose à dire, parce qu'on est sur des niveaux ouais, encore dans la fourchette. Nikkei. Nikkei là-dedans, c'est celui qui est le plus menacé. On a déjà cette cassure à ce niveau-là. On a des setups quand même qui commencent à se créer en termes de vente, de vraie vente, je veux dire. Les fondamentaux commencent à avoir un peu plus de forme. Donc si on se penche sur le Bitcoin, du coup, on revient bien dans la direction que j'avais mentionnée il y a 3 semaines. 2-3 semaines, donc je suis un peu déçu de ce point d'entrée, étant donné que j'avais quand même... En fait, j'avais des bons fondamentaux, mais c'est un vrai problème de timing, et ça, c'est ce qui m'a pas mal joué des tours là-dessus. Je suis assez déçu. Voilà, globalement, j'ai pas forcément énormément de choses à dire. On avait les autres données comme le taux de chômage euh, au Royaume-Uni, ce qui, et d'ailleurs, il est sorti un peu plus élevé que prévu.
Donc pour moi, le GBP, il devrait être un peu plus menacé à l'avenir. Donc là, pour l'instant, il est soutenu à court terme, mais un retour à ces plus bas là, avec un repricing dovish, parce que si on a déjà une inflation, enfin un taux de chômage en hausse, et en plus de ça, avoir un risque d'inflation élevé, ça pourrait être très bordélique d'avoir des hausses de taux qui durent en fait. Donc on devrait avoir quelque chose d'assez limité. En plus, on vient de recasser le niveau ici. Donc soit on y trouve un support, soit on y trouve une cassure pour envisager des plus bas. Euh, pour moi, ça m'arrangerait lourdement d'ailleurs. Étant donné qu'on a des prédictions de taux de change qui avoisinent sur un an les 0,89, ce qui est littéralement tout là-haut, ce qui serait très très avantageux. Ce serait d'avoir des taux swap positifs, mais c'est pas ce qu'on a sur l'euro GBP, ce qui est un peu dommage. Tant pis. Voilà, j'ai pas forcément énormément de choses à dire de plus. On va pouvoir regarder les autres indicateurs de la semaine. Inflation en GBP, alors ça demain ça va pouvoir nous éclairer, même si on a des prévisions un peu moins importantes que prévues, enfin, que précédemment. Après avec les données du CAD ça peut aussi se refléter, mais en fait là le risque, le lourd risque en fait, ce serait d'avoir une inflation de l'énergie très élevée, mais une consommation très faible qui n'incite pas à faire augmenter les prix, donc une inflation assez limitée. C'est-à-dire que sur le corps, on pourrait clairement être surpris. Alors là, il met le corps en baisse, voilà, c'est exactement ça. Un corps en baisse et une inflation, une inflation avec énergie et alimentation à la hausse. D'une part, la baisse de consommation, et ça se reflète clairement dans ces données-là, même pour le... Oui, c'est ça, dans ces données-là. Donc, si on respecte un peu ces prévisions, sur GBP USD, ce sera plus simple. À la baisse. Alors, si du coup, on rentre bien dans la fourchette en dessous, enfin, une inflation en baisse, la prochaine trajectoire, ça va être ces niveaux-là. Ça va être clairement ces niveaux-là. Étant donné que l'euro USD, en fait, les deux paires sont corrélées, le GBP pourrait être poussé à la hausse juste avec. Je vais le rafficher pour être sûr. Voilà, on a un bêta plus important. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, par rapport au dollar, ce retour à ce niveau pourrait être envisageable, mais en fait, le prochain pourrait être quelque chose qui ressemble à ça, en fait. Et ça, c'est la seconde idée. C'est de réavoisiner, en fait, ce niveau-là. Quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, je pense que c'est clairement envisageable, dans le sens où on retourne à ces niveaux, avec EURUSD et un repricing dovish de la Fed, repartir à la hausse, puis casser ce niveau-là. Bon, on aura sûrement du range et en attendant, peut-être qu'on va racheter à ces niveaux. Mais l'idée, c'est de repartir, racheter plus tard et envisager les 0, enfin les 1,305. Voilà de mon analyse. Je sais pas si j'ai d'autres analyses. Je crois qu'on a la production, que FMC demain soir. Alors, comme les deux économies canadiennes et américaines sont hyper corrélées, ce qu'ils vont dire va être très intéressant dans le sens où ça va pouvoir un peu nous donner des indicateurs sur la direction du USDK. Alors, là, ce que j'aimerais avoir, ce serait un retour là-haut, pas grande volatilité et repartir à la baisse assez rapidement. Dernièrement, on était sur un léger Q venant de la Fed. Donc là, j'aimerais bien voir s'ils envisagent de nouvelles réactions sur les marchés pour racheter des obligations, apporter de la liquidité sur le marché créée par des différents déficits. Donc, faire baisser les taux obligataires. Donc là, ce qu'on va remarquer, c'est peut-être qu'on est reparti hyper haut, mais avec peut-être un rachat obligataire. S'il l'annonce, en fait, on a souvent une réaction rapide par rapport à une annonce, et l'effet majeur se fait plus tard, en fait. Donc, s'il l'annonce, enfin réannonce, ce serait sans doute un retour plus tard. Mais en fait, le gros risque derrière, c'est le risque d'inflation. Donc, est-ce que ils vont prioriser la croissance ou alors qu'ils vont prioriser l'inflation? C'est clairement le genre de scénario qui est à bien vérifier pour savoir comment ça va se passer.
Je pense qu'on peut aussi viser un micro-trade sur le GBP. Si on a quelque chose, enfin, si on a une inflation qui est très basse, je pense qu'une vente, on aurait pu vendre là-haut, mais une vente est un très beau scénario pour vendre. Enfin, un très beau. Fondamentalement, ça nous donne un très beau scénario de vente, même par ce niveau-là. C'est pas ce que j'ai pris, mais voir si on a une réaction à la hausse pendant la nuit ou demain matin pour retourner chercher plus bas, ça doit être 8 heures, quelque chose comme ça, ouais, 8 heures. Ce sera assez intéressant d'observer ça, même pour le GBP4 d'ailleurs. Ouais, ensuite, qu'une balance commerciale en déficit, ce qui est explicable par la baisse du yen et en plus d'un prix du baril qui augmente. Donc là, ça s'explique par la hausse des exportations. Commande de machines, ouais, c'est très intéressant d'ailleurs ça, tous ces... Ce que j'avais expliqué aussi, je sais pas si j'ai dit en vidéo, mais je crois que je l'ai peut-être dit personnellement, c'était la hausse de la consommation par pure spéculation du risque d'inflation. C'est-à-dire que sur un an, si vous anticipez une inflation, je sais pas, on va dire à 5%, ce qui commence à être évoqué pour la fin de l'année, ça va être compliqué pour envisager de futurs achats, futurs investissements, étant donné le prix du baril qui pourrait faire augmenter le coût du transport. Donc là, vous pouvez vous dire, je sais pas, peut-être que dans un an, je vais m'acheter un nouveau appareil. Initialement, dans un an, j'envisage d'acheter un nouveau appareil, un nouvel appareil, et puis là, vous vous retrouvez avec un risque d'augmentation du prix d'ici un an. Donc là, vous vous dites, bah écoutez, peut-être que je l'achète maintenant, parce que dans un an, au lieu de me coûter 100 balles, il va me coûter 120. Donc c'est une bonne opportunité maintenant de le faire. Et je pense que bon, c'est ce qui se reflète d'ailleurs sur pas mal de données, en dehors de, je pense que c'est aussi les ventes au détail d'ailleurs, mais sur les carnets de commandes. Après, ça, c'est une donnée très importante parce que c'est plus d'un an qu'on a quand même des données assez fortes concernant les, les commandes. Donc là, on sort légèrement, ouais, c'est assez mitigé. Si on repart à la hausse, ça pourrait être assez intéressant de regarder. Même si on est hausse des coûts, on a quand même pas mal d'investissements derrière. Puis si on est, le truc qui m'inquiète, c'est les rendements à la hausse qui pourraient clairement limiter à l'avenir cela. Donc d'autre part, on pourrait avoir aussi une prévision vis-à-vis des taux. C'est-à-dire que si vous décidez d'emprunter, peut-être que vous allez avoir plus d'intérêt. Donc vous vous dites, bah écoutez, je vais acheter maintenant. Comme ça, j'aurai peut-être des taux proches de 0 ou alors légèrement supérieurs, c'est-à-dire 0,5. Voilà. Au lieu de voisiner, je sais pas, les 1,5% d'ici 2 ans, quoi. Et vous avez prévu de l'acheter que dans 2 ans. Euh, donc ce genre d'investissement, je pense qu'il est assez remarquable. Après, ils anticipent pas mal en ce moment. Ça fait après, bon, peut-être pas un an quand même, mais si quand même, en vrai, il y a pas mal de spéculations vis-à-vis de ça. Euh, Ensuite, côté activité manufacturière, euh, ça va vraiment être un énorme indicateur vis-à-vis de l'activité. Je pense que ça va être celui qui va beaucoup plus refléter comment comment réagit les entreprises vis-à-vis de tout ça. On aura sûrement des données un peu de coût, tout ça dans le rapport, c'est intéressant de regarder. Spéculer dessus, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de hyper pertinent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les données, voir ce qui est un peu prévu, et voir le après, parce qu'on pourrait avoir des changements drastiques d'ailleurs. Surtout en termes de dépenses. Je pense qu'on a beau, peut-être que si on arrive à aller en expansion, donc au-dessus de 50, je pense qu'il y a d'une part de fortes dépenses qui viennent s'accompagner derrière pour faire tourner l'économie vis-à-vis du prix de l'énergie. Euh, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire, mis à part les ventes de détail qui risquent de surprendre, prévu à la baisse au Royaume-Uni, et l'inflation qui repartirait un peu à la hausse au Japon. J'ai pas grand chose à dire de plus, je vous invite à aller regarder mon post Substack, donc là j'étais en train de le faire juste avant. Je vous invite à aller le regarder, il sera gratuit pour aujourd'hui. Voilà.